Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Les projets de tours se multiplient ces derniers temps à Bruxelles. Certaines ont déjà leur permis, d'autres sont toujours en gestation. Et cela ne va pas sans susciter des inquiétudes ou en tout cas des questions quant au bien fondé de ces tours. On va tenter d'y répondre ce soir avec nos invités. Voilà, des invités qui vont entrer sur ce plateau et que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Pierre Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet au département stratégie territoriale à Perspective Brussels. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Claire Scoyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission à Inter-Environnement Bruxelles. On a l'impression, Claire Scoyer, et c'est la première question que je vais vous poser, que ces tours sont mal aimés. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que pour vous, un projet de tour, c'est forcément un mauvais projet? Évidemment, il y a le contexte de naissance des tours. Tout le monde connaît la période de la bruxellisation, les années 50, 60, 70, où les habitants voient surtout là une alliance entre promoteurs et pouvoir public. Au nom de la modernité, sous prétexte de la modernité, on va surtout spéculer sur le sol bruxellois. Alors aujourd'hui, on va parler plus des villes métropoles, mais on reste quand même dans une dynamique de marketing urbain. Et je pense que les habitants ne s'y trompent pas quand ils voient atterrir des tours à proximité de leur quartier de vie, quelque chose en fait qui écrase le sol, qui écrase le quartier. Donc oui, j'ai l'impression que pour l'habitant, à l'échelle de l'habitant, la tour reste quelque chose de déconnecté en fait de la vie urbaine. Oui, alors reconnecter les tours, c'est ce que vous, avec le quartier, c'est ce que vous tentez de faire à Perspective Bruxelles. Mais comment réagir finalement quand on voit que un projet de tour, quel qu'il soit, est souvent mal perçu par le voisinage ou par les riverains? Alors je pense qu'il faut pouvoir remettre tout le processus de création de tours en contexte. Il y a la pertinence de confirmer, de marquer le territoire bruxellois, l'armature urbaine de la ville, les grandes gares, les portes de ville, ces éléments-là. Une tour, le principe de la typologie de tour est pertinent dans certains cas de figure. Ce n'est pas un outil qu'on utilise régulièrement. Moins de 0,2% des bâtiments à Bruxelles sont des tours. Donc on l'utilise avec parcimonie. Et puis il y a tout le processus entre l'idée de créer une tour et la forme qu'elle va effectivement prendre par la suite. Oui. Alors on va le voir, un projet qui pose question, c'est ce projet de Tour Triomphe à Delta, à Oudergem. C'est un immeuble mixte de 20 étages, 80 mètres de haut. Il suscite des inquiétudes, des questions, vous vous en doutez, dans le chef des autorités communales, mais aussi dans le chef des riverains. On va les entendre, mais on va tout de suite voir d'abord un commentaire de la promotrice du projet. Et à la question « Pourquoi une telle hauteur ?», voici sa réponse. C'est ça qui permet de réaliser un bel objet d'architecture qui marque l'entrée dans Bruxelles. Et ça, c'est la vision des autorités régionales pour cet endroit. C'est un projet mixte. Et c'est ça qui est formidable, car ce sera la première fois à Bruxelles qu'il y a un immeuble de grande hauteur, donc une tour, qui offrira une mixité fonctionnelle aussi riche que celle que nous avons prévue. Donc pour être précis, on a un double rez-de-chaussée qui peut accueillir des commerces et des équipements. On a 5 étages de bureaux en outre. On a donc 95 appartements de toute taille. Il y a des studios, il y a d'une chambre, il y a des 2 chambres, il y a des 4 chambres même, avec tous bénéficient d'une terrasse. On s'est déjà exprimé sur l'existence d'un repère paysager à cet endroit en disant très clairement que non, pas de tour plus haute que 60 mètres. 60 mètres, c'est déjà pas mal. Je vois ça comme un projet démesuré pour notre commune. En fait, une tour de 80 mètres de haut, ça n'a pas sa place à Oudergem. On est dans la 2e couronne bruxelloise, dans une commune très verte. Je ne sais pas ce que ça vient faire ici. C'est une tour de 80 mètres de haut, ça va projeter de l'ombre sur le quartier, réduire la luminosité pour toute une partie des riverains. Voilà, donc un projet en entrée de ville et souvent il y a cette remarque ombre portée pour tous ceux qui habitent autour. Ça reste une vraie question, ça, dans l'implantation d'une tour, Pierre Lemaire? Absolument. Donc que ce soit à l'étape d'un plan qui permet l'implantation d'une tour ou dans l'étude fine de la tour elle-même, il va de soi que dans les études d'incidence, que ce soit la question de l'ombre portée, la question des vents également, est essentielle et il faut pouvoir
aménager cette tour pour réduire au maximum les effets. Sur la question des ombres portées, puisque vous l'évoquez, et je connais assez bien le sujet, c'est qu'en fait les ombres portées balayent le terrain de façon assez rapide, puisque plus la tour est haute, plus l'ombre est lointaine et plus l'ombre bouge rapidement. Dans le cas de certaines études, on a pu remarquer que c'est maximum une demi-heure d'ensoleillement qui est réduite par jour. Donc ça reste quelque chose à relativiser. Oui, alors on voit ici dans ce projet Tour Triomphe, un projet en entrée de ville. Est-ce que pour vous, puisque c'est une des volontés de la région, c'est de mettre des signaux à l'entrée de ville, une espèce d'icône urbaine, est-ce que pour vous ça peut être justifié, des tours comme ça en entrée de ville ? En fait, on voit qu'on reste toujours dans la dimension architecturale, donc des repères urbains, des signaux, des émergences. Il faut créer des ruptures dans le paysage. Fondamentalement, il faut se poser la question de qu'est-ce que crée la tour. Alors, on vient de parler des effets d'ombre, les effets Venturi, etc. Venturi, vous voulez dire quoi ? Donc, justement, la manière dont le vent va circuler autour de la tour. Tout le monde sait que quand on passe au pied de la tour des Finances ou de la tour du Midi, c'est très peu confortable. Après, fondamentalement, on voit ici un projet. Pour le moment, il y a un immeuble de 7 étages. On va passer à 25, 30 étages 20 étages. 20 étages. Oui, 80 mètres de haut. Derrière ça, c'est une question en fait, de rentabilité immobilière. C'est un promoteur qui va pouvoir créer beaucoup plus de surface sur une parcelle assez réduite et donc créer une rente immobilière. Et cet aspect-là des choses, il est jamais abordé. On le cache derrière cette question de repères urbains, de formes urbaines. Et fondamentalement, en fait, c'est une économie financiarisée qui se cache derrière la forme de la tour. Oui, alors on va voir tout de suite un autre projet de tour. Là, il a son permis, c'est Porta Agata. Le permis d'urbanisme donc a été octroyé. Elle s'élève à une hauteur de 90 mètres. On va voir l'image tout de suite. 28 étages au bord du boulevard Charles Quint. Encore une porte d'entrée de la région. Réponse à cette question sur finalement, c'est des enjeux financiers de densification qui se cachent derrière ces projets de tour. Votre réaction ou votre réflexion par rapport à ça, Pierre Lemaire? Alors, ce n'est pas, de nouveau, si j'en reviens au plan régional de développement durable qui fixe le cadre pour l'armature de la ville, l'intérêt d'une tour n'est pas que visuel. Il est également d'ancrer de façon plus pérenne et de façon plus sécure des noyaux urbains qui constitue l'armature de Bruxelles. Et donc, une tour, il est évident, quels que soient les usages qu'elle abrite, elle va apporter une intensité d'habitants, intensité d'usage, intensité de travailleurs à l'échelle du noyau urbain. Donc, il y a cette dimension qui est importante. C'est pas pour rien que la plupart de ces tours s'implantent à proximité d'un métro ou d'une gare. Donc il y a vraiment tout ce qui habite la tour qui vient impacter le quartier de façon positive. Oui, alors il y a aussi ce projet qu'on va voir tout de suite dans le quartier nord, un projet d'Agéril Estate et Athénor, donc un projet de 5 tours. Là, il n'y a pas de permis délivré non plus, mais Claire Scoyer, il y a une mixité au programme, puisqu'il y a des bureaux, certes, mais il y a aussi des logements. Alors cette volonté maintenant de créer une mixité dans ces tours, est-ce que vous le voyez plutôt d'un bon œil ou pas ? Bon, c'est sûr que dans le passé, la monofonctionnalité, les tours de bureau, ça c'était le programme qu'on voyait émerger beaucoup dans toute cette période, années 60, 70, etc. Aujourd'hui, on dit les projets sont plus mixtes, on va combiner bureau, commerce, logement, ça va créer plus de dynamique. Il faut savoir qu'une tour mixte est beaucoup plus coûteuse. Donc de ce point de vue-là, étant beaucoup plus coûteuse, qui va avoir accès à la tour? Donc ça pose des questions d'inégalité sociale. Et puis fondamentalement, on n'a pas encore abordé les questions environnementales, les questions énergétiques, de bilan carbone. Donc toute tour, en fait, la tour fondamentalement, depuis sa construction jusqu'à son utilisation, est un objet urbain très énergivore. Les questions de sécurité.
Une tour, ça fonctionne avec des ascenseurs. C'est l'origine des tours. À New York, c'est quand Otis a inventé l'ascenseur qu'on a pu construire les premières tours. Et donc, vous allez devoir avoir 2-3 ascenseurs qui sont très énergivores. Comment vous évacuez la tour en cas d'incendie? Enfin voilà, la tour, c'est pas qu'une question d'armature, de forme urbaine et d'architecture. Et j'ai l'impression qu'on oublie toujours toute la palette de tout ce qu'elle draine. Et au nom de quelques avantages d'éventuels repères urbains et de formes architecturales, on occulte complètement les défauts fondamentaux, intrinsèques même à cet objet. Oui, alors la réponse par rapport à ça, et quel est aujourd'hui finalement le credo de la région par rapport à l'implantation de ces tours? On a vu qu'à certains moments, il y avait des plans d'aménagement directeurs comme le PUL, le plan urbain loi, où il y avait de nombreuses tours. Quelle est la philosophie aujourd'hui de la région par rapport à ces tours? Alors, tout d'abord, par rapport au projet de CCN, puisque ça a été évoqué, je pense que nous avons obtenu justement la réalisation d'une part non négligeable de logements à finalité sociale. Donc la question sociale est abordée dans ces tours. La question du caractère énergivore à Bruxelles, une tour, c'est un bâtiment qui fait plus que 12 étages. Personnellement, j'habite un bâtiment qui en fait 5, on a un ascenseur. Je connais peu de bâtiments à Bruxelles, en fait, à part les maisons unifamiliales qui n'ont pas d'ascenseur. Donc, je pense que ce sont des éléments à étudier plus en profondeur. Mais pour revenir à votre question... Mais non, alors continuons là-dessus, parce que c'est vrai qu'on nous présente souvent, nous journalistes, quand on nous présente des projets de tours, des tours comme pas du tout énergivores, plutôt vertueuses en termes environnementaux. Alors ça, est-ce que c'est une question de marketing, ou vous pensez qu'effectivement, ces tours peuvent être des modèles environnementaux? Je pense, effectivement. On a, à travers le monde, notamment à Milan, l'idée de bosco vertical et de tours qui contribuent à l'assainissement de l'air du quartier. Pour revenir sur le CCN, on est sur le point aujourd'hui de développer un système d'énergie mutualisé entre les tours de bureaux et les tours de logement qui datent des années 70. Donc il y a potentiellement des effets de mutualisation et d'apport bénéfique pour les habitants qui sont déjà sur place. Oui, vous avez du mal à y croire, vous, à ces vertus environnementales? Pour faire la fameuse tour à Milan, il faut des tonnes et des tonnes de béton pour supporter la terre, au nom du fait que c'est une tour verte, arborée, végétale. En réalité, derrière se cache de nouveau un bilan carbone très lourd lié au béton nécessaire à ce type de tour. Un autre aspect qu'on n'aborde jamais, c'est la question de nos sols. Bruxelles, historiquement, c'est une ville construite sur des marais. Il y a de nombreuses nappes phréatiques. On est dans la vallée de la Seine. De nombreuses tours se construisent en fait dans cette vallée. Si on prend les tours existantes, souvent, forcément, Gare du Nord, maintenant on parle des tours le long du canal à Bistebroek, la tour Upside, etc. Ces tours génèrent souvent des pompes important dans les nappes phréatiques. Et sur base des exemples qu'on connaît, si on regarde à New York, à Shanghai, à Houston, à Téhéran, en Iran, en fait, ces villes connaissent un important tassement des sols lié à l'accumulation des tours. Et en fait, c'est lié à la présence des nappes phréatiques, à des passés historiques maritimes, marécageux, comme à Bruxelles. Quand on connaît ce qui se passe à l'heure actuelle avec le métro 3, je pense qu'aujourd'hui, on ferait bien de mieux réfléchir à ces questions-là avant de délivrer des permis d'urbanisme pour ces méga-tours. Oui, ce sont des éléments qui sont pris en compte, ça, Pierre Lemaire? C'est tout à fait recevable. C'est la raison des études d'incidence, c'est d'étudier ces aspects-là, que ce soit la structure, l'impact sur les eaux souterraines, etc. Donc, après, qu'il y ait moyen de mieux faire, il y a toujours moyen de mieux faire, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais sur le rejet systématiquement de la typologie de tour comme étant de facto une typologie qui n'a pas d'utilité en ville, quand bien même utilisée de façon parcimonieuse, là-dessus, je pense qu'on ne sera pas d'accord. Oui, donc rejet systématique, non, moi je pense qu'il faudrait rénover les tours existantes. Donc à partir du moment où la tour existe, elle fait partie de notre patrimoine bruxellois. On a abattu des tours, comme la tour Martini, qui était d'ailleurs une tour mixte, à ma connaissance. La tour du Midi... Ça, c'était la vraie première tour mixte. On n'arrive pas à la rénover. Elle date de 67, si je me trompe. C'est la plus haute tour de Bruxelles. À ce titre, elle a tout à fait sa place dans Bruxelles. Il y avait une tentative de la rénover et la région bruxelloise a refusé le budget de la rénovation. La plupart de nos tours, en fait, datent des années 60. Donc, ça veut dire qu'elles ont aujourd'hui 60 ans de leur vie. Rénovons ces tours plutôt que de construire de nouvelles tours.
Oui. Absolument, ça va de soi. Les tours existantes, mais ça, de nouveau, la question de la rénovation ne se limite pas aux tours, hein, ça s'applique à l'ensemble du bâti. J'en veux pour preuve le changement de regard qu'on a effectué sur le quartier européen, où on est passé d'un projet de 2008 qui prévoyait 14 tours à aujourd'hui une posture qui dit les gabarits existants sont à maintenir, les bâtiments existants sont à maintenir, donc la question du bilan carbone, très important. Donc je pense qu'il est important de regarder l'évolution qui existe dans la ville. On parle de permis récents délivrés. Il y a des postures qui évoluent tout au long des décennies. Et aujourd'hui, dans la plupart des zones, que ce soit le quartier Midi, le quartier européen, la porte de Ninove, on a systématiquement revu à la baisse les gabarits initialement prévus. Preuve qu'il y a une écoute pendant les enquêtes publiques et il y a une prise en considération des... Oui. Alors vous le voyez, vous, ça, dans les permis que vous examinez, qu'aujourd'hui, finalement, on veille plus au respect des gabarits existants dans les quartiers ? C'est vrai, on nous annonce le pire pour nous faire avaler le peu acceptable. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend la parcelle historiquement Victor, près de la Tour du Midi, à Ténor à Une-les-Fins, ils ont acheté une parcelle à côté de la Tour du Midi en se disant là, on va pouvoir monter en hauteur, ce qui montre bien la dynamique spéculative à la base. Au départ, ils voulaient un bouquet de tours, dont la plus haute était à la même hauteur que la Tour du Midi, donc à 150 mètres. Aujourd'hui, on est avec un projet très massif, très dense, un peu un pâté, mais au moins, il est à l'échelle du paysager, mais quand même néanmoins avec une tour de 77 mètres, qui est la moitié de la hauteur de la Tour du Midi. Après, au pied des tours, on nous parle toujours de dégagement. Ici, on aurait un terrain magnifique pour accueillir un parc, tant pour les touristes, les navetteurs et les habitants. Garder le sol perméable au pied de la Tour du Midi. Oui, c'est vrai que c'est un projet. Une autre pensée de la ville. Oui, c'est vrai que c'est un projet qui est en gestation depuis pas mal de temps. Et c'est ce que reprochent d'ailleurs certains promoteurs, certains architectes, en disant qu'entre le moment où on achète le terrain et le moment où il est développé, il y a effectivement des changements très importants dans la manière d'envisager ce qu'on peut y construire. Ça reste un problème, ça, aujourd'hui, Pierre Lemaire ? Alors, je dirais qu'il y a deux cas de figure, en fait. Il y a un cas de figure où la région a pris les devants et a réalisé un plan spécifique pour un quartier, le cas de Midi, puisqu'on en parle. Et puis, il y a les cas de figure où on est sous le régime normal de la région. Le cas de la tour Charles-Quint, le cas de la tour Westside. On n'est pas dans des plans particuliers, enfin il y a un plan particulier d'affectation du sol pour le second, mais on est dans le régime général. Quand on tombe dans un régime particulier comme un plan d'aménagement directeur, il est vrai, et il faut le reconnaître, que ça prend un certain temps. Un plan d'aménagement directeur, ça prend en règle générale minimum 3 ans à développer. Et donc, c'est un peu le sort des pionniers, des promoteurs pionniers, c'est qu'ils arrivent avant que le cadre ne soit mis en place, et du coup, ils doivent supporter toute la durée d'évolution et de mise en place de ce cadre. Oui, pour vous, ça amène à des projets parfois dépassés. Vous pensez qu'il faille si longtemps pour les développer Ils étaient dépassés à la base. Moi, je pense que la tour, quelque part, on a parlé de son contexte de naissance, c'est quand même la fin du 19e siècle. Donc on nous le vend toujours comme le truc qui incarne la puissance, la nouveauté. La puissance sans doute. Oui, mais il y a des endroits où elles sont très bien acceptées. À New York, les tours sont très bien acceptées. Je venais de vous en parler. Vous savez qu'en Chine, on a construit énormément de tours. La plupart des grandes tours de logement sont vides. On parlait d'Upside tout à l'heure. En fait, c'est des produits pour des investisseurs. C'est pour ça que je disais que c'est une économie de la financiarisation et pas une économie de l'habitant. Oui, c'est la chair de la ville. Les habitants, sans les habitants, une ville sans habitants, c'est une ville morte. Oui, alors vous avez parlé, Pierre Lemaire, du projet de la tour Westside qui vient d'avoir son permis. C'est au boulevard Sylvain Dupuis, près du Westland Shopping Center. Là encore, une tour de 100 mètres de haut. Vous allez entendre l'architecte du projet, Xavier de Gater, et il explique sur quel plan, finalement, se base la réalisation de cette tour. Il existait un plan d'urbanisme datant des années 60 qui est toujours en vogue. Dès le début, la région a demandé, s'est mis d'accord avec ce plan qui est tout simplement toujours en vogue. Ils ont demandé une compensation pour cette haute densité dans la forme d'un programme public approuvé par le développeur.
On a contacté la commune qui veut un théâtre, des espaces de travail pour artistes et un café pour le théâtre. Le programme est tellement divers qu'on pourrait parler d'un ensemble de villes. Voilà, un ensemble de villes, et ça permet aussi, dans ce cas-là, de créer de nouveaux lieux publics, Claire Scoyer. Bon, ici, le théâtre a été imposé au promoteur parce qu'il faut savoir qu'il a pu faire cette tour à cet endroit-là parce qu'il y avait un vieux plan particulier d'affectation du sol complètement dépassé, obsolète, qui appartient finalement à un autre âge. C'est ça qui lui permet de faire sa tour et le pouvoir public a intervenu. Bon, faites au moins un théâtre. Après, souvent, c'est quand même des espaces relativement... on parle des gated communities verticales, upside, où à l'intérieur, vous avez tout, le cinéma, le fitness, le restaurant, et vous ne devez jamais sortir de votre tour pour pouvoir justement partager la ville à l'extérieur. Oui. Ça arrive souvent là, qu'on puisse se baser sur des plans existants depuis les années 60, 70 pour finalement justifier des créations de tours de ce type, Pierre Lemaire ? Ça arrive. Est-ce que ça arrive souvent ? Je ne le pense pas, parce que de nouveau, ce n'est pas une typologie qui apparaît beaucoup en ville. Quartier Nord est confronté à une situation similaire où on a un puzzle d'une quinzaine de vieux PPA qui datent des années 60 qui ont permis la réalisation du quartier. Il faut savoir que... Il y a dans la volonté de simplifier la lisibilité des plans justement et d'éviter ce genre de cas de figure, il y a une vague d'abrogation d'anciens PPA qui est en cours. Donc PPA, plan particulier d'aménagement. Voilà, qui permet d'éviter ces effets du passé qui perdurent encore jusqu'aujourd'hui. Les plans d'aménagement directeur, de nouveau pour revenir sur cet outil-là, permettent de facto annuler ces plans. Donc là où on décide d'en faire un, les anciens plans disparaissent de facto. Oui, juste une question encore sur la qualité architecturale, parce que là, on voit que Xavier de Gate dit une tour qui sera accessible de ces 4 façades. Est-ce que parfois, il n'y a pas aussi un hiatus entre ce qu'on voit sur certains plans et ce qui se traduit dans la réalité? Autrement dit, est-ce que la qualité architecturale est au rendez-vous ici en région bruxelloise, Pierre Lemaire? Alors, là, je vais plutôt m'exprimer à titre personnel, parce qu'en tant que perspective, ce n'est pas notre métier que d'apprécier la qualité architecturale. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a un certain nombre de tours, c'est vrai, dont les premières esquisses, on voit souvent un grand nom apparaître derrière ces premières esquisses, et au fur et à mesure de l'évolution du projet, le grand nom donne la place à quelqu'un d'autre par derrière. Donc c'est quelque chose de dommage. Vous parliez de marketing, je pense que la présence d'un certain nombre de bâtiments iconiques peut participer à une meilleure image de Bruxelles. Et donc, j'insiste auprès de nos amis les développeurs pour qu'ils perdurent avec cette ambition. Mais il y a un certain nombre de projets comme le West Side. Je trouve que c'est un excellent projet d'architecture, CCN également. Oui, en disant que voilà, parce que si on a des belles tours, ça peut être aussi un lieu de visite ou un skyline, si on peut monter au dernier étage, ça peut aussi avoir des avantages. Je ne suis pas architecte, mais j'ai vraiment aucun souci avec l'esthétique de la tour. J'ai voyagé dans le monde, j'étais à Hong Kong, à Singapour, et en termes d'esthétique, souvent quand on a un dégagement ou les vues aériennes, c'est même très beau, c'est magnifique. J'ai un problème, en fait, social, environnemental avec la tour. C'est une prime à la spéculation et c'est un modèle insoutenable. C'est là le problème. Donc nous avons des tours, je disais, rénovons-les, ça c'est un modèle environnemental et social, mais arrêtons, comme on est en train de le faire, de servir sur un plateau à des promoteurs, parce qu'en fait c'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est spéculer sur nos sols. Oui, dernière réponse, il nous reste moins d'1 minute, vous avez l'impression qu'effectivement ça devient finalement des promoteurs qui se servent sur un plateau par rapport à tous ces plans qui sont mis en place, Pierre Lemaire? Alors, moi, je vois les développeurs davantage comme un intervenant parmi d'autres. Comme je l'ai dit, ceux qui avancent trop rapidement avec des idées qui se construisent tout seuls dans leur tête, finalement, ils en pâtissent parce qu'ils doivent attendre 10 ans avant que leur projet se réalise. Mais quand ils rentrent dans le cadre d'une vision publique, j'estime que ce sont des collaborateurs d'une vision commune.
Ben merci en tout cas d'avoir débattu sur ce plateau. C'est terminé pour ce soir pour plus d'actu, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.